Donc on va attaquer la partie transformation chimique, on n'en fera qu'une partie, la moitié, puisque le reste doit se faire en présentiel. On le fera donc quand on reviendra en cours, elle nécessite des manipulations. Donc pour ce chapitre, on a déjà commencé un TP sur la transformation chimique, on a déjà introduit pas mal de vocabulaire, et donc on va compléter les notions sur le réactif limitant par une activité. Donc prenez l'activité 1 du chapitre T1 partie A, essayez de répondre aux questions, mettez sur pause, et si vous êtes bloqué, vous écoutez du coup les commentaires. Donc, on reprend l'exemple que j'avais pris en TP. On va considérer la fabrication d'un sandwich avec 2 pains, selon l'équation qui est marquée ici, plus un morceau de jambon, qui nous donne du coup un sandwich que j'ai appelé P2J. On vous donne 3 cas où on a un stock différent au départ, et on veut savoir quel ingrédient va manquer à chaque fois en premier au boulanger. Donc ce que je remarque, c'est qu'il me faut toujours 2 fois plus de pain que de jambon pour faire un sandwich. Donc là, si j'ai 200 tranches de pain et 110 tranches de jambon, du coup, forcément, il me faudrait là pour 200 tranches de pain 100 tranches de jambon. Donc je vais pouvoir faire que 100 sandwichs. Et du coup, celui qui va manquer en premier, c'est le pain. C'est ce que j'appelle le réactif limitant en chimie. Dans le cas B, j'ai 230 tranches de pain, il me faudrait 105 tranches de jambon, j'en ai 100. Donc celui qui va arrêter la fabrication, cette fois c'est le jambon, et c'est donc le réactif limitant. Si par contre dans le cas C, je mets 200 tranches de pain pour 100 tranches de jambon, je me suis placé pile dans les bonnes proportions pour fabriquer 100 sandwichs sans qu'il me reste ni pain ni jambon. J'ai donc les deux qui sont réactifs limitants. On dit dans ce cas-là en chimie qu'on est dans les proportions stoichiométriques. Quelle est la conséquence de la disparition du coup d'un réactif limitant sur la fabrication? On vient de le dire, elle arrête la fabrication. On l'a vu aussi en TP vendredi. Donc le chimiste lui travaille ni avec pain jambon, mais avec des molécules, des atomes ou des ions. Et puis on ne va pas parler d'un nombre, on va plutôt raisonner en mol, on l'a vu. Ça permet de raisonner par paquet. En tout cas, surtout pas en grammes, on avait expliqué ça dans le chapitre sur la quantité de matière. Alors si je reprends mon équation, je peux du coup essayer de donner une relation entre les quantités de pain et les quantités de jambon dont j'ai besoin. Alors je vais raisonner sur les proportions stoichiométriques, celles qui sont idéales pour avoir mis pile ce qu'il fallait au départ pour tout utiliser. Donc si je prends 2 pains, il me faut une tranche de jambon, je fabriquerai un sandwich. Si j'ai 4 pains, il me faudra 2 tranches de jambon. Si j'ai 6 pains, 3 tranches de jambon. Si j'ai 200 pains, 100 tranches de jambon. Donc on voit bien qu'il faut toujours 2 fois plus de cette colonne-là que de cette colonne-là. D'où la relation NP égale 2 fois NJ. Si jamais je veux la transformer, je peux très bien faire passer le 2 de l'autre côté, ou alors on peut plus diviser par 2 ici, on est obligé de diviser par 2 là. On obtient cette relation-là. Je vois que NP sur 2 égale NJ sur 1. Alors c'est assez facile à se rappeler, ça marche toujours comme ça. Le nombre de moles du pain divisé par son coefficient, là qui est devant, ce qu'on appelle le coefficient stoichiométrique, est égal au nombre de moles de lui divisé par son coefficient qui vaut 1. En chimie, quand on a 1, on ne le note pas. Donc ça, ce sera pile les conditions idéales. Si par contre, j'ai moins de lui, j'ai NP sur 2 qui est plus faible que NJ sur 1. Du coup, c'est lui qui vient à manquer. C'est donc le réactif limitant. Et si j'ai NP sur 2 qui est cette fois plus grand que NJ sur 1, alors c'est lui qui est réactif limitant, il en manque. Et du coup, ces relations vont nous permettre de déterminer a priori le réactif qui va manquer. Voilà. Ça marche pour toutes les transformations chimiques à chaque fois. D'accord ? Et donc, on peut généraliser de la manière suivante. Si j'ai AA plus BB, je serai dans les proportions stoichiométriques si N de A, N étant le nombre de moles divisé par A, est égal au N de B divisé par B. C'est ce que j'ai mis ici. Tous les deux sont limitants et le mélange est stoichiométrique. Mais si lui, donc A, N de A sur A est plus petit que N de B sur A, c'est lui qui vient à manquer, il est réactif limitant. Et si c'est l'inverse, c'est B qui vient à manquer, il est réactif limitant. Dans la suite de l'activité, le but est de revoir ce qu'on a vu en TP, qui est comment on équilibre l'équation d'une réaction avec un exemple très classique d'une réaction de combustion. Donc la combustion, c'est je prends un réactif, je le fais réagir toujours avec O2, et j'obtiens à chaque fois H2O et CO2. Je rajoute les états physiques qui sont toujours donnés normalement dans l'énoncé. J'ai pris l'exemple de CH4, le métal. Donc CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Ça, c'est au départ les réactifs à gauche, les produits à droite. Ensuite, pour une combustion, c'est toujours la même méthode. Je vais prendre dans l'ordre de la formule brute chaque élément
où ils sont écrits. Et premièrement, première règle que je dois respecter, je vais vérifier la conservation des éléments chimiques. Donc le carbone, j'en ai un là, il m'en faut trouver un là aussi. Donc là c'est bon, je rajoute pas de coefficient. Ensuite, je prends les H. Les H, il y en a 4 ici. Ici, il y en avait 2 dans H2O. Pour que j'en ai 4, il faut que je multiplie par 2. Enfin, je vais m'occuper de l'oxygène. Je viens de changer les 2 là à droite. Donc je ne peux plus trop les toucher, sinon ça va tout changer et puis je ne vais plus m'en sortir. Donc je vais compter combien j'ai d'oxygène avec ce que j'ai rajouté à droite. Et puis je vais équilibrer avec O2 qui est tout seul ici. Donc ici, j'avais 2 oxygènes, plus 2 oxygènes ici, ça me faisait 4. Il m'en faut 4 ici aussi. Je vais rajouter un 2 devant O2 pour en avoir 4. J'ai donc vérifié la première loi qu'on a vue en TP, la loi de conservation des éléments. Il faut enfin que je vérifie la deuxième loi, qui est la loi de conservation des charges. Cet élément n'est pas chargé, lui non plus, j'ai pas de charge à gauche. Celui-là non plus, pas de charge à droite. On est donc bon pour l'équilibrage de cette réaction chimique. Deuxième exemple de combustion, C2H6O. Du coup, si c'est une combustion, il réagit avec O2, qui est toujours à l'état gazeux, pour produire H2O gazeux plus CO2 gazeux. Donc ça, c'est toujours le cas. Je vais donc prendre chaque élément les uns après les autres pour pouvoir vérifier la conservation des éléments chimiques. Je commence par C, puis H, puis O. Donc 2C. Ici, j'en ai qu'un, il faut que je mette un 2 devant, ce que j'ai fait ici. Ensuite, j'ai H6. H2O, il y a toujours 2. Donc pour en avoir 6, il faut que je multiplie par 3, ce que j'ai fait ici. Ensuite, je vais m'occuper des oxygènes. À droite, je ne peux plus trop changer. Je vais compter combien il y en a. Donc 2 fois 2, 4, plus les 3 qui sont ici. Ça me fait 7 oxygènes à droite. Il m'en faut 7 à gauche. J'en ai un ici. Donc il m'en faut 6 ici. Donc multiplié par 3 fois 2 pour avoir 6. J'ai donc équilibré les éléments. Pareil, aucun élément n'est chargé. Donc la conservation des charges est respectée. J'ai donc équilibré mon équation. Le deuxième exemple de l'activité, c'est celui du TP. On me donne Mg qui réagit avec H+, pour donner Mg2+, et H2. Donc, on voit que Mg, j'en ai 1, H2, j'en ai 2 ici, mais qu'un là, il faut un 2, et ça m'arrange bien, puisque du coup, j'ai 2+ avec cet élément-là, et 2+ avec celui-là. J'ai tout, donc, respecté les deux lois de conservation. Dernier exemple, Cu plus Ag donne Cu2+, plus Ag. Je vérifie les éléments, un Cu, un Ag, un Ag. Par contre, en charge, j'ai 2+ ici et j'en ai qu'un là. Il faut donc que je rajoute un 2 devant Ag+, pour avoir 2+. Et du coup, j'ai bien 2+ ici, 2+ là. Par contre, si je regarde, les éléments, ça va plus. J'ai un Cu, 2 Ag+, mais j'ai qu'un Ag. Il faut que je rajoute un 2 ici pour pouvoir équilibrer. Et là, quand je vérifie, j'ai bien un Cu, 2 Ag, 2 Ag, 2+ à gauche, 2+ à droite. J'ai donc respecté la conservation des éléments et des charges. Voilà, tous les exemples seront de ce type-là pour équilibrer une équation chimique. Voilà. Dernier exemple et d'application de ce chapitre. Je vous demande donc de prendre la page 120, de lire les questions de l'exercice résolu page 120, d'essayer de le faire par vous-même, ensuite du coup de revenir sur la correction de ce film pour vérifier vos réponses. Donc la première question, c'est la combustion du glucose, et on veut que vous équilibriez l'équation. Donc C6H12O6 solide, qui va réagir avec O2 gazeux, c'est donné dans l'énoncé, pour former CO2 gazeux et H2O gazeux. Donc on va écrire déjà les réactifs à gauche, les produits à droite. Et puis comme tout à l'heure, on va équilibrer les C, puis les H, puis les O. J'en ai 6 C, donc je vais rajouter un 6 ici pour avoir 6 carbone. Ensuite, j'ai 12 hydrogènes. Chaque fois, j'en ai 2 avec H2O. Il faut donc que je multiplie par 6 pour 2 fois 6, avoir 12 H. Ensuite, pour l'oxygène, il faut déjà que je compte ce que j'ai à droite pour pouvoir équilibrer à gauche ce qu'il me faut. Donc, à droite, j'ai 2 fois 6, 12, plus 6. Donc, j'en ai 18. Sachant qu'ici, j'en ai déjà 6 dans cette molécule-là, eh bien, il m'en faut encore 12. Et donc, O2, à chaque fois, il y en a 2. Il faut que je multiplie par 6 ici pour pouvoir en avoir 12 plus 6, 18 à gauche. Aucun élément n'étant chargé, j'ai conservation et des éléments chimiques et de la charge. Deuxième question, il faut identifier le réactif limitant, sachant que les quantités de réactifs sont en C6H12O6 2 mol et en O2 6 mol. Donc là, on va appliquer les relations qu'on a vues précédemment. Donc, on serait dans les proportions stoichiométriques. Si du coup,
la quantité de matière de ce réactif divisée par son coefficient stoichiométrique 1 était égale à N de O2 sur 6. Donc, N de C6H12O6 sur 1, ça fait 2 sur 1, ça fait 2 moles. Et N de O2 sur 6, ça fait 6 divisé par 6, ça fait 1 mol. On constate donc déjà qu'il n'y a pas égalité entre ces deux relations, on n'est donc pas dans les proportions stoichiométriques, et cette relation-là là, est plus petite que cette relation-là. Donc c'est lui qui, en quantité moindre, et qui va arrêter la fabrication, la transformation chimique. C'est donc le dioxygène qui est le réactif limitant. Question supplémentaire que j'ai rajoutée, par une phrase, donner le bilan de matière macroscopique, ça veut dire à l'échelle visible et pas à l'échelle microscopique, qui traduit l'équation de la réaction. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, tiens, j'ai une molécule de ça plus une molécule de ça, c'est trop petit pour le voir à notre échelle. Donc, à notre échelle, qu'est-ce qu'on regarderait? On regarderait en paquets de molécules, ce qu'on appelle en mol. Donc, le bilan, je lis l'équation en parlant de mol. Du coup, ici, je vois que j'ai un coefficient stoichiométrique 1. Donc, le bilan s'écrit que 1 mol de C6H12O6 plus 6 mol de O2 va réagir ensemble pour donner 6 mol de CO2 et 6 mol de H2O. Voilà, c'est tout pour cette activité.